les exposés de Jean-William Pape et Dan Cohen. Nous remercions également Madame Djouma pour son exposé. Chers collègues, il se trouve que cette séance extraordinaire du Conseil de sécurité sur Haïti que nous avons demandé coïncide avec une nouvelle aggravation des risques dans le pays. On ne saurait pleinement décrire en paroles le choc et l'horreur face à ce qui se passe dans les rues de Port-au-Prince, où ces jours-ci, il y a de véritables combats entre les gangs et la police, avec l'appui de la population qui s'est armée pour essayer de préserver sa vie. Malheureusement, tous les acquis obtenus depuis le printemps ont été balayés. L'aéroport est à nouveau fermé. Les quartiers libérés des bandits sont à nouveau sous le contrôle des criminels. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison. De plus, la violence et le vide sécuritaire se sont répandus bien au-delà de la capitale haïtienne. Dans ces conditions, bien sûr, la communauté internationale doit agir en urgence pour stabiliser la situation en Haïti. Nous avions placé de grands espoirs sur la MMAS, qui n'est pas une mission onusienne. Tous pensaient que la MMAS recevrait le financement nécessaire promis par les bailleurs de fonds autour de cette idée et pourrait garantir le plein déploiement du contingent qui pourrait réaliser sa mission. C'est avec ces attentes que fin septembre, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution prorogeant le mandat de la MMAS d'1 an. Cependant, il semble que ces problèmes et les incertitudes face auxquelles nous avions lancé des avertissements il y a 1 an sont devenus des obstacles insurmontables pour la mission. Si la situation reste inchangée, eh bien, il est temps de mener une discussion honnête sur l'efficacité et les perspectives de nos attentes s'agissant de la MMAS. Ce sera honnête également face aux Haïtiens qui désespèrent déjà de recevoir une aide internationale et par rapport aux Kenyans qui ont décidé, avec plein de dévouement, d'aider ce pays afro-caribéen et qui lui-même attendait de la communauté internationale qu'elle tiendrait ses promesses en matière d'aide financière. Il est tout simplement irresponsable de commencer à débattre d'une adaptation du mandat ou de transformation de la mission sans définir les problèmes auxquels se sont heurtés ses prédécesseurs et les moyens de les régler. Ce que nous constatons, c'est que quelques semaines après l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité, les co-auteurs américains et équatoriens, donc co-porte-plume du dossier haïtien, ont présenté, ce qui était une surprise pour nous, un projet de résolution proposant de transformer la MMAS en OMP. On pourrait longtemps parler des intérêts et des motifs des États-Unis qui considèrent Haïti comme leur arrière-cour et qui, pendant des siècles, sont ingérés dans les affaires intérieures de ce pays. Et bien sûr, ce que disent nos collègues américains ne nous plaise pas. Je voudrais souligner l'incohérence de la démarche de Washington. Washington, certains jours, soutient certaines forces politiques haïtiennes, certains jours d'autres, et de la même manière, son attitude face aux interventions en Haïti ne cesse de changer. Il y a quelques années, les États-Unis souhaitaient le retrait de l'opération de maintien de la paix. Il y a 1 an, ils avaient promis de garantir le fonctionnement d'une mission non onusienne. Eh bien, maintenant, les États-Unis nous disent que la seule option, c'est d'envoyer à nouveau des casques bleus sur cette île. Nous ne soyons pas surpris si dans quelques jours, nous assistons à un nouveau virage à 180 degrés de la politique américaine concernant Haïti. Mais la communauté internationale doit-elle vraiment suivre les incohérences de Washington? D'autant plus que Washington n'a pas voulu assurer sa contribution financière à la MMAS, de la même manière que Washington n'a pas pleinement versé ses contributions à l'ONU, ce qui exprime la crise de liquidité de l'ONU. Et cette idée des États-Unis de renvoyer des soldats de la paix est extrêmement polémique au sein de la société haïtienne. C'est ce que nous a dit Dan Cohen, qui se base sur ses contacts personnels avec les Haïtiens. Il est évident que
On n'a pas oublié en Haïti les tristes enseignements de la MINUSTA et que la population a toutes les raisons d'être extrêmement méfiante face à une nouvelle intervention étrangère. On ne peut pas non plus parler de véritables demandes de la part d'Haïti car il n'y a pas d'autorité légitime et les autorités intérimaires sont l'objet de dissensions internes. Donc, de très nombreuses questions se posent. De plus, les conditions sur le terrain en Haïti ne conviennent pas des soldats de la paix et de l'ONU qui doivent maintenir la paix et non pas lutter contre les criminels dans des guérillas urbaines et sauver la police de l'ONU. Ce n'est pas notre analyse, mais celle du secrétaire général de l'ONU qui l'a de nombreuses fois répété. Si, comme en sont convaincus plusieurs membres du Conseil de sécurité, le temps est venu que le secrétariat présente un nouveau rapport sur la situation en Haïti, nous sommes prêts à discuter de la présentation optimale et du contenu que doivent prendre cette demande sans analyse prématurée et décision hâtive. Chers collègues, les événements tragiques en Haïti actuellement démontrent que, quelle que soit notre décision pour ce qui est du format de la présence internationale dans le pays, les Haïtiens ont besoin d'une aide de toute urgence maintenant. Et c'est maintenant que, à Port-au-Prince, la seule force qui lutte contre le criminel, c'est la police haïtienne et le petit contingent kényan. Nous pensons qu'il est essentiel de fournir l'appui logistique et financier à la police et à la MMAS. Autrement, il ne restera tout simplement plus personne pour accueillir les soldats de la paix et autres sauveurs en Haïti. Enfin, et c'est l'essentiel, n'oublions pas que ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui doivent décider de leur avenir et non pas des forces extérieures. Je vous remercie de votre attention.